Profitez de l'histoire suivante. J'ai trouvé mon frère et ma fiancée ensemble dans mon lit 2 mois avant notre mariage. Ils se sont mariés quand elle est tombée enceinte, mais maintenant il l'a abandonnée et mes parents veulent que je la soutienne. Il y a 3 ans, j'étais fiancé à une femme, je vais l'appeler Lila. À ce moment-là, je croyais sincèrement qu'elle était l'amour de ma vie. Lila et moi étions ensemble depuis près de 5 ans, et notre relation semblait solide. Nous étions tous les deux avocats, ce qui signifiait que nous menions des vies exigeantes et rapides, mais nous faisions toujours en sorte de nous prioriser quand nous avions du temps libre. L'année où j'ai demandé Lila en mariage était censée être la plus heureuse de nos vies. Mais cette même année, quelque chose d'inattendu s'est produit, elle a perdu son emploi. La perte est survenue après qu'elle ait enfreint certaines règles de l'entreprise. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé car c'est personnel, mais ce que je dirais, c'est que l'entreprise l'a licenciée assez abruptement après ce qu'elle leur a fait. Maintenant, si vous avez déjà connu un travailleur acharné surperformant, vous pourriez comprendre comment une telle perte peut les secouer au plus profond d'eux-mêmes. Lila n'était pas juste un emploi pour Lila, c'était une partie de son identité, de sa fierté, et de son but. La perdre si soudainement l'a laissé bouleversée. Lila s'est jetée dans la recherche d'emploi presque immédiatement, postulant à des dizaines de cabinets et d'entreprises. Malheureusement, son domaine était très spécialisé, et les opportunités n'étaient pas exactement faciles à trouver, surtout après les circonstances de son licenciement. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, et elle n'avait toujours pas trouvé de nouveau poste. À travers tout cela, j'ai essayé d'être aussi soutenant que possible. Je lui ai assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter des finances. Nous étions fiancés, après tout, et je voyais cela comme ma responsabilité de prendre soin d'elle pendant cette période difficile. Sachant que Lila avait tendance à s'obséder sur les choses et à se stresser, je l'ai encouragée à se détendre et à ne pas laisser la situation la consumer. À mon soulagement, elle a suivi mon conseil, ou du moins elle a essayé. Avec son nouveau temps libre, elle a décidé de se lancer dans quelque chose qui apprendre la poterie avait toujours été un rêve pour elle. Elle s'est inscrite à un cours de poterie local et a commencé à consacrer ses heures libres à ce nouveau passe-temps. C'était également le même cours de poterie que fréquentait mon frère, Mason. Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur Mason, il est l'opposé complet de moi. Alors que j'étais le sérieux, le nerd en grandissant, concentré sur mes études et ma carrière, Mason était le fauteur de troubles par excellence. Il passait ses journées d'école à plaisanter, à faire des bêtises, se forgeant ainsi une réputation de playboy insouciant. Cette réputation l'a suivi à l'université et au-delà, c'était le genre de gars qui ne restait jamais longtemps avec une fille et ne prenait rarement les choses au sérieux. Lila avait rencontré Mason tôt dans notre relation et savait de quel genre de personne il s'agissait. Donc, quand elle a commencé à aller au même cours de poterie que Mason, j'ai pensé que leur rencontre là-bas était juste une coïncidence. Mais en y repensant, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. En l'espace de quelques semaines seulement, les deux sont devenus étonnamment proches. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention. Mason proposait parfois de la raccompagner en voiture au cours, ce qui semblait attentionné, bien que peu commun. Lila rentrait chez nous et me racontait avec enthousiasme ce qu'elle et Mason avaient fait au cours de poterie ou me montrait les pièces sur lesquelles ils avaient travaillé. Mais ensuite, leurs interactions se sont étendues au-delà de la poterie. Ils ont commencé à traîner ensemble le week-end, à faire des choses comme visiter des musées d'art ou découvrir de nouveaux restaurants. Ce sont des activités que Lila et moi aurions normalement appréciées ensemble, mais maintenant elle les faisait avec Mason à la place. Au fur et à mesure que le temps passait, je ne pouvais ignorer les changements de comportement de Lila. Elle passait beaucoup plus de temps avec Mason que ce avec quoi je me sentais à l'aise, et cela commençait à affecter notre relation. Elle a même commencé à sauter nos soirées en amoureux pour passer du temps avec lui. Je ne suis pas du genre à me taire et laisser les choses s'envenimer, alors un soir, je l'ai confrontée directement. Je lui ai demandé clairement s'il se passait quelque chose entre elles. Lila a été prise au dépourvu par ma question, offensée même. Elle a catégoriquement nié que quoi que ce soit d'inapproprié se passait et a insisté sur le fait que son temps passé avec Mason était purement platonique. Elle a expliqué que passer du temps avec lui était amusant et léger, le comparant à traîner avec un jeune frère. Elle semblait vraiment blessée que j'ai même suggéré qu'il se passait quelque chose de plus, et pendant un moment, j'ai ressenti de la culpabilité d'avoir douté d'elle. Mais au fond de moi, ces assurances n'apaisaient pas complètement mon esprit. Les choses ont atteint un point critique 2 mois seulement avant notre mariage. Je travaillais sans relâche à ce moment-là, jonglant avec une charge de travail intense pour m'assurer que tout était en place financièrement.
Depuis que Lila avait perdu son emploi, j'avais pris sur moi la responsabilité financière totale de notre foyer et de toutes les dépenses pour notre mariage à venir. Elle n'avait pas encore trouvé de nouvel emploi, et bien qu'elle utilisât une partie de ses économies pour ses besoins personnels ou les urgences, je supportais la plupart du fardeau. Entre payer pour tout et le stress de planifier un mariage, mes heures de bureau étaient devenues plus longues et plus éreintantes. Je n'étais pas aussi présent que je l'aurais dû, et avec le recul, peut-être que cela a donné à Lila et Mason l'occasion de se rapprocher autant. Un soir, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. J'avais hâte de surprendre Lila et de passer un moment de qualité avec elle. En me garant dans l'allée, j'ai immédiatement remarqué la voiture de mon frère garée dehors. Normalement, je n'y aurais pas prêté beaucoup d'attention, Mason avait l'habitude de passer à l'improviste. Mais cette fois était différente. Il était déjà passé 21 heures, et voir sa voiture la si tard a soulevé un drapeau rouge. En déverrouillant la porte et en entrant silencieusement, j'ai déjà pu entendre des rires faibles venant de l'intérieur de la maison. Le salon était vide, mais la télé était allumée, sa lumière scintillante projetant des ombres dans la pièce. Mes yeux ont immédiatement été attirés par les canettes de bière éparpillées sur le sol et ensuite, par la vue incontestable des vêtements de Lila et des Indes. Les vêtements étaient éparpillés négligemment parmi eux. Mon estomac s'est serré. Je savais, à cet instant, dans quoi j'étais sur le point de rentrer. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, mais une autre partie, celle qui avait besoin de preuves indéniables, m'a poussé en avant. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai avancé lentement, mon cœur battant à tout rompre alors que je me dirigeais vers la chambre à coucher. J'ai atteint l'embrasure de la porte et je me suis arrêté. Là, ils étaient, Lila et Mason, enlacés de la manière la plus intime imaginable. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'avaient même pas remarqué debout là. Normalement, je suis une personne calme et posée, mais ça, c'était une trahison de la plus haute importance. Mon fiancé, la femme que j'étais censé épouser dans seulement 2 mois, était dans mon lit avec mon propre frère. Sans dire un mot, je suis entré dans la pièce, me suis approché du lit et j'ai attrapé Mason par l'arrière de son cou. J'ai tourné son visage loin de celui de Lila, et le choc sur son visage était presque satisfaisant. Il s'est retourné pour me regarder, et son expression est instantanément passée de la confusion à la terreur. Je n'ai même pas regardé Lila. Mason a trébuché, s'excusant immédiatement auprès de moi. Mais ces paroles ne signifiaient rien pour moi à ce moment-là. Je lui ai donné un coup de poing en plein nez. Le craquement écœurant de l'os m'a donné une satisfaction sinistre alors que le sang commençait à couler sur son visage. Il a crié de douleur, mais je n'en avais pas fini. Je l'ai frappé encore. Et encore. Chaque coup atterrissait plus fort que le précédent. Le sang coulait de son nez sur sa chemise, mais je m'en fichais. Il a trébuché en arrière, ses mains essayant faiblement de me repousser, mais j'ai continué. Après que Mason fut par terre, ensanglanté et pleurant de douleur, j'ai tourné mon attention vers Lila. Elle était assise sur le lit, tremblante et sanglotante. Je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai dit, d'une voix froide et mesurée, qu'elle avait 10 minutes pour sortir de ma maison. Si elle ne le faisait pas, je lui ai dit, je n'hésiterais pas à la réduire au même état ensanglanté que mon frère. Elle a commencé à me supplier, s'excusant encore et encore. Elle a dit qu'elle pouvait expliquer, et m'a supplié. Je n'étais pas là pour la chasser, je lui ai donné une chance de réparer les choses. Mais je n'étais pas intéressé par ses excuses ou ses excuses. J'ai regardé ma montre et dit froidement, il te reste 9 minutes. Le ton de ma voix et le regard dans mes yeux ont dû lui dire que je n'étais pas en train de bluffer, car elle a précipitamment quitté le lit et a commencé à se rhabiller avec des mains tremblantes. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle attrapait une valise dans le placard et commençait à y mettre tout ce qu'elle pouvait. Quand elle eut enfin fini de faire ses bagages, traînant sa valise à moitié remplie dans l'escalier, elle se tourna une dernière fois vers moi. Sa voix était brisée en me suppliant de l'écouter, affirmant qu'elle m'aimait et qu'elle méritait une chance de s'expliquer. Sans un mot, j'ai attrapé sa main, j'ai retiré ma bague de fiançailles de son doigt et je l'ai poussée vers la porte. Elle a essayé de résister, me suppliant de reconsidérer, mais j'en avais fini. J'ai ouvert la porte et l'ai poussée dehors dans la nuit. Elle a trébuché sur le porche, pleurant toujours et criant pour demander pardon. Je n'ai même pas regardé en arrière en claquant la porte au visage, ses sanglots étouffés de l'autre côté. Le visage de Mason était toujours ensanglanté après notre altercation, et bien que je bouillonnais encore de rage, je ne voulais pas être responsable de quelque chose de pire qui lui arriverait. J'ai appelé mes parents et leur ai tout raconté.
Mon père était furieux contre Masson, ma mère était choquée, mais tous les deux ont dit qu'ils viendraient immédiatement. Quand ils sont arrivés, ma mère, en tant qu'infirmière, a pris en charge les blessures de Masson. Elle a soigné et pansé ses plaies qui, heureusement pour lui, étaient surtout superficielles. Pendant ce temps, mon père m'a emmené dans le jardin, loin de Masson. Il a vu que mes mains tremblaient toujours de colère et que j'avais du mal à me contenir. Un peu plus tard, Masson est sorti avec ma mère. Son visage était meurtri, son nez bandé et il y avait toujours des traces de sang sur sa chemise. Il s'est excusé de m'avoir trahi, affirmant qu'il n'avait pas voulu que les choses se passent ainsi. De cette manière. Lorsqu'il a lâché la bombe, il a dit qu'il était amoureux de Lila. J'ai finalement tourné la tête vers lui, mes yeux comme des poignards. Il a continué, expliquant comment il croyait que Lila ressentait la même chose pour lui. Il prétendait que c'était la première fois qu'ils avaient couché ensemble, comme si cela rendait les choses meilleures. Puis, il a sorti son téléphone et m'a montré leur conversation pleine de messages enjoués, de secrets, et de Lila avouant combien elle était malheureuse dans notre relation. Selon Masson, c'était elle qui l'avait invitée à passer la nuit avec elle car elle pensait que j'étais toujours en déplacement professionnel. Alors que je me tenais là, lisant ces messages, ma colère explosait à nouveau. Masson continuait de parler, me disant à quel point il regrettait de m'avoir trahi, mais insistant également sur le fait qu'il n'avait jamais ressenti cela pour personne auparavant. Il disait qu'il ne pouvait pas se contrôler et me supplia de lui pardonner. Ces paroles résonnaient comme des poignards en moi. Mon père, qui écoutait calmement jusqu'alors, en eut enfin assez. Il gronda sévèrement Masson, lui disant à quel point il m'avait profondément blessé et à quel point il devait avoir honte de lui-même. Mais la réaction de ma mère était différente. Masson avait toujours été son préféré, et je pouvais voir qu'elle était déchirée par la situation. Ma mère a alors commencé à me dire que, peu importe ce que je décidais de faire par rapport à Lila, je devais pardonner à mon frère. Elle disait qu'il semblait sincèrement repentant, comme si cela atténuait d'une manière ou d'une autre la trahison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je l'ai interrompu et j'ai dit à mes parents que je n'avais pas envie de leçons ou de conseils. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était qu'ils emmènent Masson et partent. Je ne pouvais plus le regarder. Mon père a acquiescé, comprenant que j'avais besoin d'espace, et il a aidé Masson à monter en voiture. Ma mère a hésité, voulant clairement rester et médier, mais finalement, elle a suivi. Dans les semaines qui ont suivi, je luttais toujours avec les conséquences émotionnelles de la trahison de Lila. Lila m'avait envoyé des messages de manière persistante pendant des semaines, me suppliant de lui pardonner. Elle essayait de s'expliquer, mais ses explications revenaient toujours aux mêmes excuses éculées, assez semblables à ce que Masson m'avait déjà dit. Elle prétendait que ni elle ni Masson n'avaient jamais eu l'intention de me faire du mal. J'avais pratiquement ignoré ces messages pendant toutes ces semaines. Puis, sans crier gare, j'ai reçu un appel de Masson. Il m'a informé que lui et Lila venaient de découvrir qu'elle était enceinte. Et que le bébé était de lui. Il m'a dit que puisqu'elle portait son enfant, il voulait l'épouser et obtenir ma bénédiction. Je n'arrivais pas à croire l'audace qu'il avait de me demander cela après la façon dont ils m'avaient tous deux trahi. La réaction de ma mère n'a fait qu'empirer les choses. Elle essayait déjà de jouer les entremetteuses entre Masson et moi, mais maintenant elle semblait voir la grossesse de Lila comme une sorte d'intervention divine. Elle m'a dit que c'était le plan de Dieu pour que Lila tombe enceinte ainsi et que peut-être Masson et Lila étaient destinés l'un à l'autre depuis toujours. Ces paroles m'ont frappé comme une claque. On aurait dit qu'elle essayait de justifier l'injustifiable, d'excuser ce qu'ils avaient fait parce que cela s'intégrait dans son nouveau fantasme de devenir grand-mère. J'ai dit ouvertement à ma mère que je savais exactement ce qu'elle faisait et que si elle décidait de se ranger du côté de Masson et de Lila, notre relation était terminée. Je n'étais pas en train de bluffer. La trahison de mon frère était déjà assez difficile à digérer, mais avoir ma propre mère qui se rangeait de leur côté était quelque chose que je ne pouvais accepter. Mon père a essayé de rester neutre, peut-être pensant que cela aiderait à apaiser les tensions. En tout cas, ma mère a offert un soutien financier à Lila, assurant qu'elle et le bébé seraient bien pris en charge. Mais, bien sûr, il y avait une condition. Ma mère a insisté pour que Lila et Masson se marient. Après tout, c'est ce que Masson désirait également. Ma mère était acharnée dans sa quête de ce dénouement, refusant même d'envisager l'idée que son petit enfant puisse naître hors mariage. Lorsque j'ai appris que Masson et Lila allaient effectivement se marier et qu'ils avaient commencé à envoyer des invitations lorsque j'ai envoyé les invitations de mariage à nos proches, j'ai été furieux et humilié. Sans discuter davantage, j'ai tenu ma parole et j'ai coupé ma mère et mon frère de ma vie.
Cependant, ma mère ne renonce pas facilement. Pendant des semaines après la dispute, elle m'appelait sans cesse, me laissait des messages vocaux et se présentait même à ma porte sans invitation, essayant de me culpabiliser pour me réconcilier. C'était étouffant. C'est à ce moment-là que j'ai su que la seule façon d'échapper à elle était de quitter complètement la ville. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai arraché ma vie et déménagé dans une nouvelle ville, coupant les liens avec presque tout le monde dans ma famille sauf mon père. Il a respecté ma décision de partir et a compris pourquoi j'avais besoin de distance, même si cela le attristait que je ne le visite plus. Pendant ces 3 ans, j'ai reconstruit ma vie morceau par morceau. Je n'ai partagé mon nouveau numéro avec personne sauf avec mon père. J'ai fait de nouveaux amis, retrouvé un sentiment de normalité et j'ai travaillé dur pour laisser le passé derrière moi. Alors, imaginez mon choc quand j'ai trouvé Lila sur le pas de ma porte hier, sonnant à ma sonnette. Quand j'ai ouvert ma porte, je ne l'ai presque pas reconnue au début. Lila ne ressemblait en rien à la femme que j'avais autrefois aimée. Ses vêtements étaient usés et démodés, son visage était pâle et émacié, et ses cheveux semblaient fins et négligés. Elle se tenait là, tenant la main d'une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 2 ou 3 ans. L'enfant avait les traits caractéristiques de Mason, une ressemblance incontestable qu'il était son père. Pendant un moment, j'étais trop stupéfait pour parler. Mon esprit était rempli de questions. Pourquoi était-elle ici? Comment m'avait-elle trouvé? Que voulait-elle? Les années que j'avais passées à essayer de l'oublier et la douleur qu'elle avait causée semblaient s'effondrer en un instant. Finalement, j'ai rompu le silence. Lila? Que fais-tu ici? Ses yeux se sont remplis de larmes, et sa voix tremblait lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait entrer car elle avait quelque chose d'important à me dire. Mon instinct initial était de dire non, de les renvoyer. Mais ensuite, j'ai regardé la petite fille à ses côtés. Elle me regardait avec ses yeux innocents et grands, je ne pouvais me résoudre à être impoli devant l'enfant, alors j'ai fait un pas de côté pour les laisser entrer. Je les ai conduits jusqu'au canapé et leur ai offert de l'eau. Une fois installés, je me suis assis en face d'eux et leur ai demandé ce qu'ils faisaient ici. Je savais déjà qu'elle ne m'avait pas trouvé seul. Je n'avais donné mon adresse à personne sauf à mon père, en qui j'avais confiance pour la garder secrète sauf en cas de véritable urgence. Alors qu'est-ce qui était si important pour lui de lui donner ma localisation? Au lieu de répondre immédiatement, Lila a sorti une enveloppe de son sac et me l'a tendue sans dire un mot. Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. Mon estomac s'est retourné en lisant le contenu de la lettre. Ma mère écrivait, sans équivoque, que c'était de ma responsabilité de réparer le désordre que Mason avait créé. Elle expliquait comment Lila et Jessie étaient en difficulté, comment Mason les avait abandonnés, et comment, en tant que frère de Mason et oncle de Jessie, je devais prendre soin d'elle maintenant. J'ai regardé Lila, confus et en colère. Que signifie cela? Ai-je demandé en brandissant la lettre. C'est alors que Lila a éclaté en sanglots et a commencé à me raconter toute l'histoire. Selon elle, Mason avait toujours été infidèle dans leur mariage dès le début. Même après la naissance de leur fille, Jessie, mon frère avait continué à avoir des liaisons de temps en temps tout au long de leur relation. Lila, de son côté, avait essayé de faire fonctionner les choses, espérant que les choses s'arrangeraient avec le temps, ne serait-ce que pour le bien de Jessie. Mais il y a 3 mois, Mason avait brusquement fait ses valises et était parti. Aucune explication, aucun mot, aucun avertissement. Il avait juste disparu. Depuis lors, Lila était seule. Elle n'avait pas de travail, pas d'économie et pas de domicile. Elle et Mason vivaient dans un endroit loué, et sans lui, elle ne pouvait pas se permettre de rester. Ma mère, se sentant obligée envers Jessie, avait donné de l'argent à Lila pour les soutenir. Mais maintenant, avec Mason P. Beaucoup de choses ont changé, ma mère avait décidé qu'elle ne voulait plus être responsable de Lila et de son enfant. Lila m'a alors dit que ma mère voulait que je m'occupe d'elle et de Jessie car elle n'avait nulle part où aller et personne d'autre vers qui se tourner. J'étais complètement répugné par ce qu'elle me demandait et à quel point c'était ridicule pour elle et ma mère de s'attendre à ce que je les aide. Ma mère avait non seulement pris le parti de Mason lors de la trahison initiale, mais tentait maintenant de me faire endosser les conséquences de ses actes. C'était exaspérant, mais ce n'était pas surprenant. Le favoritisme incessant de ma mère envers Mason l'avait toujours empêché de voir les dégâts qu'il avait causés. J'ai immédiatement dit à Lila, assez brutalement et devant son enfant, qu'elle n'avait aucun droit d'attendre de l'aide de ma part. Je veux dire, ce n'était pas mon enfant, elle n'était plus ma fiancée, et ce n'était clairement pas ma responsabilité. Bien que je me sente mal que Mason l'ait simplement laissée, elle aurait dû le voir venir.
Après tout, ce n'est pas la personne la plus fiable ni la plus digne de confiance. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas me laisser culpabiliser pour aider, alors j'ai demandé à Lila de partir. Après cela, elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, et qu'elle avait dépensé ce qu'il lui restait d'essence pour venir me voir. J'ai fini par lui donner quelques centaines de dollars avant de lui demander de partir. Depuis lors, bien que je sache que j'ai agi correctement, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu coupable. Je suis désolé pour ce pauvre enfant. Alors, comment vais-je? Mise à jour 1. Ok, donc j'aimerais clarifier quelques points. Le comportement de ma mère dans cette situation m'échappe complètement également. Le fait qu'elle essaie de me culpabiliser pour aider Lila et son enfant après tout ce qui s'est passé me semble incroyablement égoïste. Je comprends qu'elle puisse se sentir obligée à cause de son petit enfant, mais elle ne devrait pas s'attendre à ce que je nettoie les dégâts causés par son fils. Surtout après avoir complètement ignoré mes sentiments et pris le parti de Mason pendant toute la trahison. Sa demande me semble encore plus déplacée. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec certains de tes commentaires selon lesquels mon père m'a trahi aussi. Au lieu de m'offrir le soutien dont j'avais besoin après l'affaire, il est resté neutre. Bien qu'il ait réprimandé mon frère cette fois-là, il ne s'est jamais réellement rangé complètement de mon côté. En ne remettant pas en question le comportement manipulateur de ma mère, il a également joué un rôle dans cette trahison. J'ai l'intention de lui parler bientôt. Lila a peut-être été abandonnée par Mason, mais cela ne met pas automatiquement la responsabilité sur moi de m'occuper d'elle. Elle a fait des choix, et même si je peux ressentir de la sympathie pour elle, étant donné les circonstances, je ne lui dois rien. Le fait qu'elle se soit présentée à ma porte sans rien à offrir qu'une histoire triste et un enfant ne fait que souligner sa désespérance. Ce que j'ai fait en demandant à Lila de partir, en lui donnant de l'argent mais sans offrir d'assumer plus de responsabilités, était un moyen d'établir des limites. Je ne l'ai pas rejeté par animosité. J'ai simplement clarifié que ce n'est pas à moi de réparer ce que Mason a brisé. Je ne suis pas obligé de m'occuper d'elle simplement parce qu'elle est dans une situation difficile maintenant. Non, cet enfant n'est définitivement pas le mien. Lila et moi nous étions déjà séparés des semaines avant qu'elle tombe enceinte, et au moment où nous avons mis fin à notre relation, nous avions cessé d'être intimes depuis un certain temps. La chronologie est claire, et il ne reste aucun doute que je suis le père. De plus, Jessie a toutes les caractéristiques de Mason. Son visage, ses yeux, son sourire, c'est comme le regarder enfant. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que Mason est son père. Je n'ai pas besoin de faire un test de paternité car la ressemblance est indéniable. L'enfant est indubitablement le sien, et je refuse d'être entraîné dans davantage de confusion. Non, je ne veux pas adopter ma nièce. Je n'arrive pas à croire que certains d'entre vous le suggèrent même. Peu importe la situation financière ou émotionnelle de Lila, c'est la mère, et c'est sa responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais travaillé après son mariage ou pourquoi elle n'a pas épargné. Mason est le père, donc même s'ils se séparent, Lila et Mason ont besoin de Mason n'a pas d'autre choix que de payer la pension alimentaire. Mise à jour 2, j'ai parlé avec mes parents de tout. Je savais déjà que mon père avait donné mon adresse à Lila, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Je l'ai appelé et lui ai demandé franchement pourquoi il avait accepté de partager ma localisation avec elle après lui avoir demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, et ce qu'il attendait de moi pour Lila et son enfant après toutes ces années. Mon père est resté silencieux un moment, visiblement mal à l'aise. Puis, il a soupiré profondément et s'est excusé. « Je suis désolé, fils. »« Vraiment, je le suis, » a-t-il dit, sa voix lourde de regret. « Nous avons tout essayé pour aider Lila. Mais avec Mason parti depuis si longtemps, nous ne pouvions faire que tant. Ta mère m'a supplié de lui donner ton adresse. Elle a dit que peut-être si tu la voyais après tout ce temps, tu aurais envie de l'aider d'une manière ou d'une autre puisqu'elle n'a nulle part où aller. » Je pouvais sentir ma frustration monter et je lui ai demandé pourquoi il pensait que j'allais jamais aider quelqu'un comme elle. Elle m'a trahi avec Mason. Elle m'a blessé. Et maintenant tu veux que je l'aide? Lui ai-je demandé. Mon père m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Il m'a expliqué que ni lui ni ma mère ne voulaient que les choses se passent ainsi, mais Lila et Jessie étaient de la famille. Il croyait que j'étais leur seule option. Il m'a présenté des excuses mais je n'ai pas écouté. Je lui ai dit que c'était fini entre lui et moi. Je lui avais fait confiance pour être différent de ma mère mais il s'avère qu'ils sont tous les deux des traîtres perfides. Pensait-il vraiment que j'allais oublier le passé et accueillir Lila et l'enfant de mon frère dans ma vie et commencer à m'occuper d'eux? Waouh, mes parents se moquaient vraiment de moi.
J'ai dit à mon père, fermement et sans hésitation, qu'il devrait perdre mon numéro et oublier que j'existais à ses yeux. Puisqu'il connaissait mon adresse, je l'ai averti que s'il ou ma mère se présentait chez moi, j'appellerais la police. Mon père a tenté de s'excuser à nouveau, plaidant pour que je l'écoute, mais je n'étais plus intéressé. Ma voix n'a pas faibli lorsque je lui ai dit que, mais le poids des mots pesait lourd dans l'air. Ne m'appelle plus, ai-je dit, en le coupant. Juste ne le fais pas. Tu as fait tes choix, et moi je fais les miens. Sans attendre sa réponse, j'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Ce que mon père a fait est impardonnable et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mise à jour 3, cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai finalement pu retrouver Mason avec l'aide d'un de mes amis. Il s'avère que Lila avait raison. Mason vivait avec sa dernière aventure amoureuse dans une ville voisine de chez nous, agissant comme s'il n'avait aucune responsabilité, comme s'il n'avait pas de famille. Je n'arrive pas à croire que c'était le même gars qui m'avait dit, le visage impassible, qu'il était amoureux de Lila il y a 3 ans, le même gars qui avait bouleversé ma vie. Et maintenant, après tout ça, il vivait avec quelqu'un d'autre, agissant comme s'il n'avait pas abandonné sa femme et son enfant. C'était exaspérant, même enragé. Comment quelqu'un pouvait-il être si égoïste, si froid? Le fait qu'il puisse être aussi désinvolte à ce sujet, comme si abandonner sa propre chair et son sang n'était qu'un petit inconvénient, me rendait malade. Après avoir découvert où il se trouvait, j'ai transmis son adresse à Lila. Je ne voulais pas être impliqué dans plus de son drame, mais je ne voulais pas non plus qu'elle se sente complètement impuissante. Alors, je lui ai donné un dernier conseil, il faut que tu engages un avocat et que tu demandes le divorce et la pension alimentaire. Je savais qu'il fallait le faire maintenant, avant que Mason ne disparaisse ailleurs. Je lui ai aussi envoyé de l'argent, juste assez pour qu'elle puisse s'en sortir. Lila m'a remercié pour tout, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. Elle s'est excusée de nouveau, comme elle l'avait déjà fait tant de fois auparavant. Mais je n'étais plus intéressé à l'entendre. C'est fini, lui ai-je texté. Ne me contacte plus jamais. Ne te présente pas chez moi. C'est la dernière chose que je fais pour toi. Ce que nous avions, quoi que c'était, était depuis longtemps disparu, je voulais juste qu'elle ne trouble plus ma paix.